Avril 1945. Tandis que les chars soviétiques écrasent les dernières résistances allemandes et encerclent Berlin, Adolf Hitler vit ses derniers jours dans le bunker de la chancellerie. La fin est proche. Autour de lui, ses proches le fuient, désertent, ou sombrent dans la folie. C'est dans ce climat d'angoisse, de trahison et de paranoïa absolue qu'éclate une affaire hallucinante. Hermann Göring, bras droit historique du Führer, est accusé de haute trahison, et Hitler ordonne son arrestation. Que s'est-il passé? Depuis 1941, Hitler avait signé un décret clair. En cas d'incapacité à gouverner, Hermann Göring, son fidèle compagnon du putsch de la brasserie de 1923, devait lui succéder à la tête du Reich. Göring, chef de la Luftwaffe, président du Reichstag, ancien ministre de l'Air et grand seigneur du régime, avait toujours été considéré comme l'héritier naturel. Mais en avril 1945, tout change. Hitler est enfermé dans le Führerbunker, à Berlin, tandis que Göring se trouve au Berghof, dans le confort relatif de sa résidence perchée sur l'Ober-Salzberg, en Bavière. Le contact entre eux devient difficile, et la situation militaire désespérée. Hitler refuse de fuir Berlin. Il veut mourir dans la capitale du Reich. C'est dans ce contexte étouffant que Göring, peut-être inquiet, peut-être prudent, envoie un message télégraphique à Hitler, le 23 avril. Son contenu? Ni provocation, ni menace. Simplement un rappel du décret de 1941. Il y écrit, en substance, que si, à 22 heures, il n'a pas reçu confirmation contraire, alors il prendra les pleins pouvoirs comme prévu. Ce qu'il souhaite, c'est assurer la continuité du pouvoir en cas de coupure totale de communication. Mais pour Hitler, cloîtré dans le bunker, miné par la défaite, souffrant d'un début d'Alzheimer, vieilli, malade, paranoïaque, c'est un coup de poignard dans le dos. Lorsque Martin Bormann, le secrétaire personnel du Führer qui n'appréciait guère Göring, lui lit le télégramme de Göring, Hitler entre dans une colère noire. Il considère ce simple message comme un acte de trahison, un putsch déguisé. Il ne voit pas un rappel légitime à la succession prévue, mais un complot, une tentative de s'emparer du pouvoir alors qu'il est encore en vie. Göring est immédiatement démis de toutes ses fonctions. Hitler rédige un message de destitution violent dans lequel il accuse Göring de multiples fautes, sa dépendance à la morphine, son incompétence à la tête de la Luftwaffe, et même sa lâcheté. Il affirme que Göring a abusé de sa position de confiance dans un moment critique pour tenter de prendre le pouvoir. Il ordonne son arrestation immédiate. Et plus encore, il évoque même l'idée de le faire exécuter. Mais Göring est averti à temps. Il apprend qu'Hitler a ordonné son élimination. Pourtant, au lieu de fuir, au lieu de dénoncer publiquement le Führer ou de se retourner contre lui, il choisit de rester loyal, du moins en apparence. Il se laisse désarmer et enfermer dans sa villa, aux mains de la SS jusqu'à la fin. Göring reste persuadé qu'Hitler est la figure centrale de l'Allemagne. C'est un mélange de soumission, d'orgueil blessé, et de loyauté aveugle. Dans le bunker, Goebbels, fidèle entre les fidèles, pousse Hitler à la défiance. Il est convaincu que Göring prépare un coup d'État depuis l'Ober-Salzberg. Quant à Bormann, il savoure l'instant, il déteste Göring et voilà une occasion de l'écarter définitivement. Göring devient, du jour au lendemain, l'ennemi intérieur. Au même moment, les derniers jours du régime ressemblent à une pièce de théâtre absurde et morbide. Göring, pourtant l'un des hommes les plus puissants du Reich, se retrouve assigné à résidence, gardé par la SS, humilié. Il tente de se justifier, envoie des lettres à Hitler, qui ne les lit plus. Sa femme Amy est furieuse. L'ambiance dans la villa est surréaliste, luxe, panique, champagne et morphine sur fond d'apocalypse. Quand les Américains atteignent l'Ober-Salzberg, Göring se rend sans tirer un coup de feu. Il se présente avec une valise remplie de pilules, de fourrures, de médailles et de cigares, comme s'il s'apprêtait à prendre un vol de luxe et non à entrer dans l'histoire comme criminel de guerre. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Car au procès de Nuremberg, Göring étonne le monde entier. Lors de son interrogatoire, il défend encore Hitler, malgré tout. Il parle de lui avec admiration, sans jamais le trahir. Interrogé sur la fin du régime, il minimise sa destitution, se pose en homme de devoir, en officier loyal jusqu'au bout. Même après avoir été humilié,
Même après avoir appris qu'Hitler voulait le faire tuer, il continue à le justifier. Le Führer était dans un état de pression extrême, il n'était plus lui-même, explique-t-il. C'est peut-être de l'opportunisme. Ou peut-être une véritable foi tordue en celui qui l'avait suivi pendant plus de 20 ans. Göring finit par se suicider dans sa cellule en octobre 1946, la veille de son exécution. Nous en avons fait une vidéo si cela vous intéresse. L'affaire du télégramme de Göring est donc l'un des épisodes les plus révélateurs de la folie de la fin du Reich. Un simple message, parfaitement légal, devient dans l'esprit d'Hitler une tentative de trahison. Göring, humilié, déchu, accepte sa déchéance sans se rebeller. Il apprend qu'on voulait le tuer, mais reste fidèle à Hitler, même dans la défaite et face au juge de Nuremberg. C'est une histoire de paranoïa, de loyauté dévoyée, de chute spectaculaire d'un empire et de ses hommes. Si ce récit vous a passionné, merci de liker la vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes de la grande histoire. À bientôt pour les 1000 abonnés.